Alors en fait, on a choisi d'animer ce web séminaire de manière un petit peu originale. Au lieu de faire un discours un petit peu professoral, on va vous raconter une histoire en 3 épisodes, un petit peu comme Star Wars, on le disait tout à l'heure. Le premier épisode va vraiment être focusé sur le centre de contact et l'optimisation. L'épisode 2 sur la gestion de la satisfaction client et l'épisode 3 sur l'enchantement. Donc vous pouvez nous suivre en fait sur toute la journée et vous aurez à chaque fois des informations qui vont être complémentaires puisqu'on va voir en fait et vivre la vie d'un responsable de l'expérience client. Donc l'épisode 1 se focus sur un truc qui est vraiment essentiel, c'est optimiser l'efficacité du centre de contact. Et moi et Jean-Michel, on va vous expliquer pourquoi c'est important de commencer par ça. Alors au menu de ce web séminaire qui va durer 1 heure, présentation d'Eloquent, la prise de poste, donc l'histoire qu'on va vous raconter. Ensuite, la première chose à faire par un responsable de l'expérience client, c'est la photo de l'expérience client. Ensuite, Jean-Michel, pendant quasiment 35 minutes, vous donnera des exemples, des cas pratiques de comment on va optimiser son centre de contact. Et à la fin, on finira par un plan d'action qu'on peut vous proposer. Et bien entendu, vous ferez les questions-réponses. Jean-Michel, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. D'accord, donc Jean-Michel Jacquelin, 30 années d'expérience dans les centres de contact, en tant que directeur de production, directeur qualité, directeur formation. Donc vraiment, je pilote les centres de contact à 360 degrés. Donc une partie, la moitié de mon temps en outsource, où là j'ai fait appel entrant, appel sortant, tout type de télémarketing, plus les services clients, par exemple pour Monsanto, Orange, SFR, Danone, Cdiscount, GoSport et j'en oublie. Donc, et des enquêtes de satisfaction aussi terrain à l'époque. J'ai mis en place la certification NF 345 pour les centres d'appel WebHelp en France. Donc cette norme qui est spécifique pour les centres d'appel, et en partie pour Bouygues Télécom. Et aujourd'hui, ma mission au sein d'Eloquent, c'est d'accompagner et d'optimiser les centres des clients Eloquent, toujours avec comme clé d'entrée la solution qui va nous permettre de faire un audit à 360 et de voir comment elle est intégrée et quelles actions on peut faire pour optimiser. Super, donc moi je suis Frédéric Adévette, je suis Product Manager chez Eloquent. Alors Eloquent en quelques mots, donc en fait on est expert de la relation client depuis 2001, un peu moins que Jean-Michel, néanmoins on a une solution de gestion des interactions clients, à la fois services vocaux, chatbot, chat, FAQ self-service, centre de contact multicanal. On va jusqu'à bien sûr l'écoute client qui concerne par exemple la publication d'avis, les enquêtes clients, les enquêtes collaborateurs. On a nos propres outils d'analyse sémantique et une application de monitoring du parcours client. On est assez content cette année puisqu'en fait on a obtenu pas mal de récompenses. On a été récompensé par le magazine Relations Clients Mag, on a été récompensé par la FRC, l'Association française de la relation client, et on a encore remporté pas plus tard que il y a 2 jours un trophée sur l'innovation au niveau de la relation client. Donc, on a fini cette présentation rapide d'Eloquent. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va raconter une petite histoire. On va se placer dans la peau d'un responsable de l'expérience client qui vient d'être nommé. Vous voyez, avec cette petite carte, il dit « Waouh, je suis responsable de l'expérience client ». Donc, c'est quelqu'un qui, après pas mal d'années passées dans le centre d'appel, se voit confier une nouvelle mission. Unifier la relation client, casser les silos, améliorer l'expérience client et diffuser une culture client. Donc on va suivre les aventures de ce petit Frédéric qui va en fait devoir faire ses tribulations dans l'entreprise pour atteindre ses objectifs. En fait, voilà, généralement comment ça se passe, il a une petite feuille de route, donc il a rendez-vous avec le boss. Bon là, généralement votre boss n'a peut-être pas les pieds sur la table comme là dans la petite photo, mais tout simplement, voilà, ça commence par un brief. Voilà, vous avez carte blanche, on perd des clients, des parts de marché, je veux que les clients soient fidèles et nous recommandent. Donc on est véritablement dans cet objectif-là. Et donc, voilà, la personne va se dire, mais pourquoi on doit faire ça? L'expérience client, ça doit commencer par une volonté stratégique. Tout simplement, les chefs d'entreprise savent très bien que la concurrence est accrue, le prix devient vraiment un facteur qui ne doit pas être clé dans la différenciation. Les clients sont de plus en plus volatiles et ils ne sont plus une propriété exclusive. Les clients ont des attentes et des besoins qui changent de plus en plus vite. Ça s'accélère à la fois en termes de produits, de services, mais également de canaux de communication. Et également, les clients veulent plus de réactivité de self-service et donc le centre de contact doit évoluer. Donc la mission du responsable de l'expérience client dans ces cas-là, c'est tout simplement donc bien sûr de penser au client, mais également travailler sur la conduite du changement avec des actions concrètes et la mise en place d'outils. Mais également penser ROI, puisque on le verra juste après,
c'est bien en fait de pouvoir améliorer l'expérience client, mais il faut bien sûr que ça serve à quelque chose dans l'entreprise. Souvent, la discussion qui arrive juste après, et on le voit dans la petite image là, c'est bien votre idée d'améliorer l'expérience client, mais combien ça va coûter et combien ça va me rapporter? Et donc à ce moment-là, c'est très simple, on peut facilement justifier les investissements dans la relation client en mettant en avant 5 points. Simplement, le premier point qui est le plus évident, hein, en fidélisant les clients, on va réduire l'attrition, donc moins de clients perdus, donc plus de chiffre d'affaires récurrent. Deuxième chose, en fait, on va faire une réduction des coûts des ventes parce qu'il est toujours beaucoup plus simple de vendre un client existant que d'aller recruter de nouveaux clients. Troisième point, en fait, on va pouvoir faire des ventes croisées. Si on est équipé d'un client d'un produit, on va pouvoir l'équiper 2, 3, 4 produits, vendre des produits accessoires. Quatrième point, un client qui est fidèle acceptera de payer un peu plus cher parce que tout simplement, il est bien considéré, etc. Et quand il prendra des autres produits chez nous, quand il se dira, oui, je préfère rester sur ce produit-là, certes, il y a des produits moins chers, mais en tout cas, avec eux, je suis sûr au moins d'être bien servi. Et le dernier point, qui est de plus en plus important de nos jours, c'est le bouche à oreille. Parce que tout simplement, sur le web, les gens vont se renseigner avant d'acheter. Ça peut être en B2B pour acheter une solution comme nous, de centre de contact, mais également des produits. Tout le monde regarde sur les avis sur Amazon avant d'acheter. Donc de plus en plus, il sera difficile de vendre un mauvais produit ou d'avoir une mauvaise expérience client puisque ça va se savoir. Donc ces 5 facteurs-là font que tout simplement, de manière globale, l'expérience client devient rentable et est source de profit. Si on se place sur un autre angle, cette fois on se place sur l'angle de la productivité et l'angle de l'automatisation. L'expérience client et l'optimisation du centre de contact est également très rentable. Je vous ai fait une petite simulation vraiment très rapide là. Imaginons qu'on ait un centre de contact multicanaux qui gère 1000 demandes par jour avec 5 demandes par client. Donc c'est traité par des conseillers, on va dire à 25 € de l'heure. On a un coût grosso modo de 40K avec des demandes qui se répartissent entre des demandes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si on arrive à automatiser une partie de ces demandes, par exemple via une FAQ interactive, via un chatbot ou un SVI par exemple, et à ce moment-là, on arrive à réduire de 30% les demandes de niveau 1, demandes simples. À ce moment-là, les conseillers n'ont plus qu'à gérer, on va dire 700 demandes par jour, avec un temps de traitement qui sera certes plus long, mais en fait des économies qui vont être effectuées. Alors des économies, soit on les utilise en gain de productivité, soit au contraire, c'est ce qu'on recommande à nos clients, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire via du relationnel. On en parlera tout à l'heure, ça peut être des appels proactifs, ça peut être un meilleur suivi, ça peut être un Customer Success Manager, on l'expliquera tout à l'heure, qui vont permettre tout simplement d'avoir plus de chiffre d'affaires, puisqu'en fait, on va aller se tourner vraiment vers le client et on va aller améliorer sa satisfaction. Donc voilà, donc c'est ces 2 slides qu'on voulait vraiment vous présenter sur la rentabilité d'un centre de contact et de l'optimisation de l'expérience client. Cependant, avant de se lancer, il y a une chose qui est importante à faire, c'est clarifier la promesse. Souvent, en fait, quand on arrive dans une entreprise, et là, c'est le cas en fait de notre responsable de l'expérience client, il dit bon, ok, d'accord, c'est bien, on va offrir une expérience client supérieure, mais quelle est la promesse que l'on fait à nos clients? Ce qui découlera en fait des engagements que l'on va prendre. Puisqu'en fait, selon que l'on soit Air France ou qu'on soit EasyJet, l'attente et la promesse que l'on va faire aux clients va être différente. Ça peut varier selon bien sûr le produit, le secteur d'activité ou le business model. Et cela, en fait, va conditionner les choix et les priorités. Si je suis chez Air France, ma promesse d'expérience client va être beaucoup plus fluide, va être beaucoup plus sur le service, l'accompagnement, tandis que sur EasyJet, on va plutôt être sur l'efficacité et la productivité. Donc, c'est pour ça qu'il est important déjà de définir quelle est la dette ou la créance en termes d'expérience client. Ça se calcule de manière très simple. On voit les attentes des clients. Qu'est-ce qu'ils s'attendent lorsqu'ils travailleront avec nous? Est-ce qu'ils veulent un voyage qui va se passer de manière parfaite? Ou alors ils s'attendent juste à partir d'un point A à un point B et pas cher, sans surprise? Et la réalité, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est pas ce que pense l'entreprise, ça sera ce que pensent les clients. Et ça, en fait, on va le voir juste après. Et cela, en fait, va nous mener à une dette ou une créance, parce que ça peut être très bien une créance si on a un niveau de service qui est supérieur à ce que s'attendent les clients. À ce moment-là, on sera bien sûr sur une créance d'expérience client. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit point sur où on en est et qu'est-ce qu'on veut offrir comme promesse, on va pouvoir passer à l'opérationnel. Et pour cela, on va passer à la pyramide de l'expérience client. Jean-Michel, est-ce que tu veux que j'en parle ou tu veux en dire quelques mots? Je vais commencer par le socle. Donc cette pyramide, on voit, elle repose sur un socle. Et ce socle, il faut qu'il soit solide. Donc pour être solide, le socle, en fait,
c'est la base, c'est les agents. C'est les agents, c'est les superviseurs, c'est toutes les ressources humaines, sans parler des ressources technologiques, dont on verra tout à l'heure, qui font vraiment le socle de l'expérience client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est très important, c'est avoir des connaissances métiers. Les connaissances métiers, ça veut dire que le recrutement est important. La professionnalisation de ce secteur d'activité est en marche depuis une bonne dizaine d'années, et aujourd'hui, on a vraiment des gens, des agents qui sont compétents dans ce métier. Donc après, il y a une autre gamme, je dirais, d'agents qui sont les redéployés, c'est-à-dire que vous avez une réorganisation qui se fait, et les ressources humaines changent de poste et se mettent en relation client et deviennent en relation client existante et deviennent des agents et même des superviseurs. Donc là, il ne faut surtout pas hésiter à leur donner ces connaissances métiers, de leur métier, de leur métier propre, parce que c'est ce qui va asseoir l'excellence, je dirais, opérationnelle du traitement des interactions. Ça passe aussi, en termes de formation, par bien les former sur les offres, qu'ils maîtrisent bien le discours et les offres, et qu'ils maîtrisent aussi les processus en fonction des différents motifs d'appel qui peuvent être générés. Donc ça, c'est vraiment le socle. Après, il y a répondre aux attentes essentielles des clients. Alors là, c'est pareil, les attentes essentielles des clients, 80% des demandes, en fait, répondent à 20% des sujets. Donc, ce qui veut dire qu'on boucle avec la formation et l'intégration et l'excellence opérationnelle des agents, ça veut dire que le focus est à faire que sur 20% des contenus. Après, on passe par des bases de connaissances qui nous permettent justement d'améliorer le discours, d'avoir des pertinences de la réponse. Donc, répondre aux attentes essentielles du client, la réactivité, la joignabilité, parce qu'un client, ce qu'il veut, quand il compose un numéro, c'est que son centre décroche. C'est la première chose qu'il souhaite. Et surtout, c'est d'avoir une réponse pertinente à sa demande, quelle que soit sa demande. Après, une fois que tout ça est en place, vous entrez dans le cycle de l'amélioration continue. Et là, il va falloir mettre des éléments de mesure, c'est-à-dire mesurer la qualité du discours au travers des grilles qualité monitoring, par exemple, mesurer le taux de réitération et le taux de short score resolution, le FCR ou le once and done, ça dépend des canaux. Après tout ça, on va analyser la productivité, mais sans perdre de vue la qualité. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez les trois bases, les trois fondements qui vous permettent de construire cette pyramide, et en parallèle, ou juste après, mettre la culture client. Et là, je te laisse la main. Oui, la culture client fera l'objet en fait des web séminaires prochains, comme je disais, 3 web séminaires aujourd'hui. Donc pourquoi on a présenté cette pyramide? Parce que souvent, quand il y a un responsable de l'expérience client qui prend son poste, il est un petit peu comme notre petit personnage là sur la droite, il se dit mais par où commencer? Donc il faut commencer par les fondamentaux, puisque ça sert à rien d'aller chercher une culture client, d'aller chercher de l'émotion et d'aller plus loin si on n'a pas déjà ces fondamentaux. Donc c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va faire? Un responsable de l'expérience client qui prend son poste commence par faire une photo. Alors bien entendu, on le voit sur la partie droite, une partie de son job, c'est d'aller voir sur le terrain et d'aller, par exemple, au plateau et voir comment les agents sont en train de traiter les demandes chez les clients. Est-ce qu'ils leur disent, faites ci, faites ça avec des termes un peu techniques et ensuite, vous me rappelez, donc on parlait tout à l'heure de First Call Resolution, là on est un petit peu loin du concept. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement faire une vision qualitative. Une vision qualitative, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller dans le centre de contact, Jean-Michel le sait très bien, faire du picking, de la double écoute, aller sur le terrain, parce que sur le terrain, Jean-Michel, une partie de ton audit, c'est d'aller se déplacer physiquement chez nos clients et voir comment ça s'organise. Et parfois, Jean-Michel a eu des belles surprises. Et bien sûr, après, en tant que responsable de l'expérience client, son but, c'est d'aller renforcer la connexion avec les équipes. C'est-à-dire qu'il ne va pas être juste là uniquement en personne qui va pousser et dire des choses. Il va écouter, il va comprendre, il va reconnaître comment ça se passe dans le centre de contact, il va valoriser les choses positives qui sont mises en place et ensuite, il va suggérer la participation. C'est uniquement comme cela qu'on va arriver à intégrer les équipes dans une démarche d'amélioration continue.
Et là, on parlera beaucoup sur un focus, bien sûr, centre d'appel, mais cette partie d'expérience client touche également les produits et services. C'est pas uniquement améliorer un centre de contact, c'est par exemple des petites choses sur les produits qu'il faut améliorer, une prise en main manuelle, une doc, un rapport qualité-prix. Et tout simplement, ça passe par la mise en place de clients mystères. Vous avez juste en fait à vous faire passer pour un client et voir comment ça se passe. Vous commandez un produit, vous faites tout le process et vous voyez quel est le résultat. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Et chose qu'il faut faire, il faut toujours se benchmarker par rapport à ses concurrents. Et quand on a cette prise de poste de responsable d'expérience client, il faut faire comme si on était un client chez un concurrent. Et vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et parfois, on a tendance à avoir un effet miroir déformant en disant les autres sont meilleurs et nous, on n'est pas très bons. Et finalement, on se rend compte qu'on est plutôt bon et qu'il y a juste quelques bonnes idées à reprendre. Voilà. Donc, bien entendu, c'est également échanger avec les clients très contents, mais également les clients très mécontents, pour avoir un petit peu leur point de vue et avoir ces sentiments qualitatifs plutôt. Et en complément de ce sentiment qualitatif, où on va vraiment aller au contact des gens, on va aller discuter avec eux, il faut également avoir une vision globale, une vision plutôt quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vision quantitative? C'est-à-dire qu'il va falloir faire une enquête sur les clients pour avoir une idée de leur perception et de leurs attentes. Alors, on fera un petit focus là-dessus dans l'épisode numéro 2, mais en tout cas, un responsable de l'expérience client qui prend son poste doit commencer par faire cette petite photo avec une enquête qui va envoyer au niveau des clients en leur disant voilà comment ça se passe, qu'est-ce que vous nous jugez sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et ça va servir de point de départ pour la réflexion, avec si nécessaire en fait de l'analyse sémantique. Dès que vous avez plus de 500 verbatim à analyser, nous ce qu'on recommande c'est utiliser une solution d'analyse sémantique comme la nôtre, ce qui vous permettra d'obtenir une photo de l'expérience client avec les points noirs et au contraire les points d'enchantement, puisqu'on sait très bien qu'il y a certains moments où on sera bon, d'autres moments où il faudra mettre un peu plus de moyens. Tout cela va nous permettre en fait de déterminer des priorités d'action. Est-ce qu'en tant que responsable de l'expérience client, certes, on le voit ici, il est devant son grand tableau, il va lister ce qui est important de faire, mais en fait, il lui faut d'abord donner des résultats rapides pour montrer qu'il y a une impulsion qui est mise en place et communiquer dessus, pour ensuite travailler sur des éléments un peu plus de fond pour montrer la nouvelle dynamique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par montrer des résultats rapides, ce qu'on appelle, nous, des quick wins. Les quick wins, c'est des choses qu'on met en place très rapidement, qui peuvent toucher à la fois le produit, par exemple des améliorations sur les conditions tarifaires, sur les modes de paiement, etc., mais également sur le service client. Des choses simples qui travailleront peut-être sur les attitudes, les outils, qui vont donner des résultats immédiats. Ensuite, ça va être de valoriser les bonnes pratiques et communiquer sur les mauvais comportements, par exemple de l'affichage, etc. Également faire un travail de fond, et ça c'est un travail qui sera beaucoup plus loin, qui va en fait donner des résultats sur un plus long terme, mais qui sont essentiels, c'est travailler sur les mentalités, montrer l'exemple en étant sur le terrain et en allant changer le système et en allant optimiser les processus. Ça c'est vraiment deux démarches qui doivent être mises en place en parallèle. Souvent, en fait, les clients nous disent « Ok, c'est bien joli tout ça, j'ai fait une enquête de satisfaction sur mes clients, je sais un petit peu ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Nous, ce qu'on recommande toujours, donc, c'est faire cette enquête. Et si vous avez des volumes qui sont assez importants, c'est d'identifier les chantiers prioritaires via les outils d'analyse sémantique. Les outils d'analyse sémantique vont analyser les résultats et vont permettre d'identifier les chantiers prioritaires, les chantiers à éviter, les signaux faibles et les best practices. Un exemple, chez un de nos clients en fait qui était dans le domaine en fait de l'assurance, leur volonté c'était toujours de dire voilà, on va toujours former plus les conseillers, ils sont vraiment au cœur, c'est eux qui font notre force, etc., etc. Et on s'est rendu compte en analysant les verbatim que finalement au niveau de l'accueil et la posture des conseillers, ils étaient au top. Ils étaient quasiment, on va pas dire à 100, mais ils étaient quasiment dans les 90-95. Et donc, on pouvait difficilement aller chercher des points en plus au niveau de l'attitude des conseillers et le sentiment des clients était très très bon. Donc, en fait, ils continuaient d'investir sur les conseillers et la posture, alors qu'ils étaient déjà au top et que la marge de progression était très faible. Au contraire, on s'est rendu compte que la joignabilité et le temps d'attente étaient quelque chose qui engendrait pas mal d'insatisfaction et c'était pas identifié chez eux. Et on leur dit stop, arrêtez de former et de consacrer un budget sur la formation, travaillez plutôt sur la joignabilité, ouvrez de nouveaux canaux, et ça Jean-Michel en parlera tout à l'heure. On parlera également des signaux faibles. On a un autre client comme ça qui travaillait dans le domaine du transport et qui tout simplement identifiait une bonne pratique que faisaient les livreurs. Et en fait, ils ont dit, ok, mais c'est vrai que cette bonne pratique, on devrait soit la généraliser, soit en faire une prestation payante. Et finalement, ils en ont fait une option pour une prestation payante. Donc, on voit en fait que cette analyse-là va permettre d'identifier donc les signaux faibles, chantiers prioritaires et chantiers évités. Alors après, on peut se dire, ok, je sais à peu près où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire en priorité ?
Et c'est vrai que Jean-Michel travaille aussi là-dessus dans sa méthode, et on aide en fait nos clients à choisir les bonnes priorités. Et notre responsable de l'expérience client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une matrice, c'est une matrice ICT ou ICE, qui permet en fait d'identifier les idées qu'on doit choisir en priorité pour résoudre un problème. Donc à partir des priorités d'amélioration, on va lister des idées et on va à chaque fois pour chacune des idées évaluer l'impact. Donc avec 5 critères qui vont avoir une note de 0 à 10 et on va dire voilà l'idée numéro 1, quel est l'impact sur l'expérience client? Quel est l'impact sur le coût? Quelle est l'envie ou la facilité de le mettre en place? Quel est l'impact sur le taux de rétention et quel impact sur le chiffre d'affaires? Grâce à ça, vous avez une grille et vous pouvez dire, tiens, en priorité, pour résoudre par exemple mon problème de joignabilité, je vais plutôt agir sur ça parce que c'est simple à mettre en place, ça coûte pas cher et ça permet de ceci, cela. Donc vous pouvez également donc faire un mini business plan, ça si on le fait avec certains de nos clients, quand c'est par exemple un déploiement d'une solution un petit peu plus épaisse, comme par exemple un chat ou des choses comme ça. Et ensuite, généralement, on leur préconise de sélectionner une quick win, c'est-à-dire une action qui va être mise en place tout de suite, qui te donnera des résultats concrets, et des actions qui vont plutôt travailler sur le fond. Et bien sûr, suite à cela, travailler sur l'implémentation. Alors, il y a une base, Jean-Michel, je te laisserai prendre la main là-dessus, c'est les conditions de travail. Là, on vous a mis en fait une petite image humoristique avec un de nos collègues, avec le téléphone, le portable, le fixe et le casque. On le rencontre parfois de manière pas aussi extrême dans les entreprises, mais Jean-Michel, toi, tu as une bonne expérience là-dessus. Voilà, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, la base de la qualité et la base de l'excellence opérationnelle, hormis la technologie, ce sont les ressources humaines. Donc, il ne faut jamais oublier, il faut toujours commencer par là, que ce sont des humains qui vont traiter les interactions. Donc ça veut dire que les conditions de travail doivent être le plus optimales possible. Pour ça, c'est assez simple, le siège, ils sont quand même à 6-7 heures par jour, donc le mal de dos, une mauvaise position, le bruit, par exemple des sièges qui raclent le sol, donc vraiment des bons sièges. Des casques, des très bons casques, parce que y a des maladies qui arrivent via le CHSCT. On se rend compte qu'avec des mauvais casques, ça a un impact terrible sur les oreilles. Donc, les doubles écrans de travail, là, il faut vraiment répartir les choses. Vous verrez que, quand vous allez dans vos centres de contact, les agents ont parfois 1, 2, 3, 4 applications et que les répartir sur 2 écrans facilite le travail et facilite la recherche d'informations, par exemple. Une bonne acoustique plateau, ça, il existe beaucoup de moquettes anti-bruit, des choses qui se mettent sur du faux plafond, parce que l'acoustique, moi je suis entré dans un centre un jour qui était en construction, un centre Webhelp, il y avait un plateau de 1000 mètres carrés, vous claquez dans les mains, vous n'aviez aucune réverbération. Donc ça veut dire que les 400 agents qui étaient dedans, faisaient moins de bruit que 10 agents dans un centre de contact, on va dire, traditionnel entre guillemets. Donc ça c'est vraiment les conditions de travail. Après ça, il y a aussi le côté coaching des conseillers. Il est important de détecter les ambassadeurs de l'expérience client, parce que c'est un métier, agent qui est un métier difficile, et il y a une implication à avoir qui n'est pas toujours celle souhaitée par les agents. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment détecter les ambassadeurs de cette expérience client, ne pas... ça reste au niveau de la supervision, l'enthousiasme, l'intérêt du client, et qu'ils puissent propager au sein de leurs collègues, justement, cette expérience client. Pour ça, il faut faire aussi des coachings, il faut faire progresser. Alors, faire progresser sur tous les niveaux, que ce soit dans la conduite d'entretien, dans le discours, voilà. Et après ça, vraiment évaluer et avoir envie aussi de les faire progresser. Si tu peux... Donc, les focus, comment on optimise un centre d'appel, un centre de contact. Déjà, il faut savoir que les solutions de contact ont évolué. Dans le discours que je vous disais tout à l'heure, dans la présentation, moi j'ai commencé en 1981, il y avait des téléphones à cadran. Donc aujourd'hui, et avec de la voix. Donc aujourd'hui, on a des routages automatiques, des distributions, des gestions de compétences qui permettent d'acheminer l'appel jusqu'au bon agent, et puis avec les bons canaux. Donc aujourd'hui, on est multicanal. Nos clients peuvent avoir envie de lui-même trouver sa solution, et ça se fait de plus en plus. Donc il y a le self-care aussi. Donc tout ça, ça sert à optimiser les conditions de contact. Alors, les analyses qui sont à faire pour l'optimisation, en fait, elles sont sur 3 niveaux. Il y a les analyses statistiques. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on a une photographie et on est capable d'identifier tout de suite là où il y a des axes d'amélioration
On ne sait pas encore exactement pourquoi. Enfin, il faut savoir pourquoi si on compare les KPI, si on croise les KPI, mais pas toujours. Mais en revanche, ça donne une alerte. Les usages actuels de l'outil, donc comment l'outil est utilisé, est-ce qu'il est possible d'optimiser son utilisation, les connaissances sur l'outil, et puis ce qui découle de tout ça, c'est l'organisation et le fonctionnement. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, aller sur le terrain, ça permet de voir les différences qu'il y a entre l'organisation théorique telle qu'elle a été définie, et puis la réalité de ce qui se passe sur les plateaux, qui parfois ont un delta assez important. Donc ça, c'est vraiment les deux priorités pour l'optimisation du centre de contact. Les objectifs de cette optimisation, c'est la satisfaction, c'est-à-dire réduire l'effort client. Et dans réduire l'effort client, il y a tout. Ça veut dire qu'il y a amélioré la joignabilité, c'est clair. Il y a aussi optimiser le traitement des demandes. Donc le client, il arrive, il a le SVI, il est routé, il a un traitement, il a une file d'attente, il a un traitement, et tout ça, le sentiment de satisfaction qu'il va avoir en plus d'avoir un entretien d'un conduit, c'est le temps qu'il va apporter à justement obtenir cette réponse à son interrogation. Donc la satisfaction, les objectifs, c'est vraiment augmenter la satisfaction, la performance, et là on voit qu'il est important d'analyser le pilotage en temps réel pour pouvoir réagir tout de suite, mais aussi suivre les activités sur le long terme. Donc on évalue la pertinence des KPI, on évalue aussi la méthodologie de pilotage. Donc ça, on y reviendra après. On évalue l'organisation, c'est-à-dire comment on peut faire pour maximiser l'organisation interne autour de la solution et autour du traitement des demandes qu'il y a à gérer toute la journée. Donc vraiment, viser l'excellence opérationnelle. Quand on vise cette excellence opérationnelle, on gagne en ROI. Ça, c'est très clair. En pratique, ça, je vous ai mis quelques exemples d'un audit opérationnel qui a été fait pour un client. Et là, il y a quelques slides qui vont vous présenter. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà, vous allez voir ce qu'on peut en tirer. Là, c'est ce qu'on appelle l'arbre de traitement. C'est-à-dire qu'au premier niveau, vous avez les appels reçus. Les appels reçus, ils sont de deux types. Il y a les appels reçus en heure ouvrée et en heure non ouvrée. Donc l'analyse qui est simple à faire, c'est de dire voilà combien j'ai d'appels qui sont arrivés en heure non ouvrée. Mais ça permet de savoir, quand vous analysez au quart d'heure, bien si c'est intéressant de rester un quart d'heure de plus ou d'ouvrir un quart d'heure plus tôt. Et là, on peut capter, là, si on voit ici, il y a quand même pratiquement 18% d'appels qui arrivent sur les heures non ouvrées. Donc, c'est un point qui permet d'étudier comment on peut solutionner, comment on peut capter et traiter ces appels qui arrivent en heure non ouvrée. Il y a des solutions aussi qui existent, mais on verra tout à l'heure, la possibilité de laisser les messages, de créer des tickets de rappel, qui permet après ça, le lendemain ou l'après-midi, de traiter par priorité ces demandes. Alors, une fois que les appels reçus une fois qu'on enlève les appels reçus en heure non ouvrée, il reste les appels reçus en heure ouvrée. Et là, ce qu'on va voir, c'est le premier niveau, c'est-à-dire on va analyser ce qui se passe dans le SVI. Là, on se rend compte pour ce client qu'il y a pratiquement 10% des appels qui sont raccrochés dans le SVI. Donc, à ce niveau-là, on ne sait pas encore pourquoi, mais on sait qu'entre les appels reçus en HNO et ceux qui sont perdus dans le SVI, ça commence déjà à faire un volume important. Après, une fois la qualification faite, l'appel est routé vers une campagne, donc l'appel est présenté. Alors, dans le meilleur des cas, il y a un décroché immédiat parce qu'il y a des agents qui sont disponibles. Bien souvent, quand on est en pic d'appel, eh bien, l'appelant, il est dans une file d'attente. Et là, ce qu'on va analyser, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette file d'attente. Et là, pour ce client-là, on voit encore que sur les appels qui sont présentés en file d'attente, il y en a 21% qui sont perdus. Donc, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Et puis, après, on a les appels traités. Donc, si tu peux... alors, non, c'est mon écran, pardon. Non, c'est bon, reviens. Voilà. Là, on a les appels traités et on se rend compte que l'AQF, c'est 78%. Si on prend la norme de 345 qui détermine l'excellence d'un centre de contact en termes de traitement, elle est de 90%. Donc, il y a quand même une marge de progression importante. Et quand on fait le total de tous ces appels qui sont perdus, eh bien, on arrive à 41% d'appels perdus.
Donc, on sait déjà qu'il y a un focus à faire sur ces appels perdus. Alors après, on analyse en fonction d'une granularité que l'on va voir. Là, je vous ai mis un tableau sur les mois qui ont été analysés. Donc, il y a 6 mois qui ont été analysés de décembre à mai parce qu'ils ont une saisonnalité. On va voir l'impact de la saisonnalité possible sur les appels perdus. Le but, c'est de savoir si les solutions sont à mettre au niveau structurel ou si elles sont à mettre au niveau conjoncturel, ou si c'est un mix des deux. Est-ce que c'est l'organisation qui fait qu'on perd des appels ou qu'on traite mal des appels, ou est-ce que c'est la conjoncture qui, accidentellement ou au contraire de façon récurrente, fait qu'il y a des difficultés en termes de traitement d'appels? Donc là, on a des courbes d'appels, ça nous permet d'analyser vraiment s'il y a des variations dans les appels perdus. C'est ça? Voilà. Donc, on toujours un focus sur les appels perdus. J'aurais pu choisir d'autres thématiques. Il y avait beaucoup à en dire. Là, j'ai vraiment choisi de faire un focus sur les appels perdus. On verra quelques slides sur d'autres points. Donc, on va voir cette fois-ci la répartition de où on perd les appels. Est-ce qu'elles sont plus perdues au niveau des appels en ordre livré? Est-ce que c'est dans le SVI? Peut-être qu'on ne va pas pouvoir tout de suite agir sur tout. Donc, il va falloir déterminer des priorités en termes de récupération de ces appels perdus. Donc là, on a la possibilité de voir très clairement, au niveau de la saisonnalité, encore une fois, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Et la solution est à apporter. Est-ce qu'elle est apportée en saison creuse? Est-ce qu'elle est apportée en saison forte? Donc tout ça permet d'avoir cette analyse-là qui va nous permettre justement d'optimiser le centre de contact. Là, on est vraiment, cette fois-ci, on descend. Là, on était dans les mois. Cette fois-ci, on va déterminer la granularité qui va être un peu différente. Là, on va aller à la journée. Et à la journée, on va déterminer des journées types. Donc, on va prendre ce qui s'est passé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et rapporter ça à toutes les occurrences tous les jeudis, et pas de tous les jours, toutes les journées, dans l'analyse. Et on se rend compte qu'en termes de flux, eh bien, les points d'appel pour ce centre-là, c'est différent pour tous les autres centres. Chaque centre a ses pointes. On se rend compte que les points d'appel sont principalement sur les lundis et les mardis. Quand on rentre dans le détail complètement, que je n'ai pas encore mis là, on se rend compte qu'il y a aussi quelquefois le mercredi, il y a quelque chose qui se passe. Donc ici, on a déjà une bonne analyse en se disant, OK, il faut que je fasse un focus. Quoi qu'il arrive, il faut que je fasse un focus sur le lundi et sur le mardi. Et quand je vois ma saisonnalité, en fait, j'ai la même courbe. Donc si j'ai la même courbe, que ce soit en pleine activité qui est pour eux l'hiver et en activité basse qui est pour eux le printemps et l'été, ça veut dire que c'est plus conjoncturel, c'est structurel. Ça veut dire qu'ils ont apporté une réponse en termes de sourcing qui est la même sur la globalité de la période. Donc là, encore une fois, les décisions sont différentes. Je peux partir. Vas-y. Voilà. Donc cette fois-ci, là on a le traitement des flux. Là maintenant, l'analyse des flux, l'analyse des pertes, ce qu'on va voir aussi maintenant, c'est quand on va analyser la QS. Et on va rapporter la QS, pareil, au niveau des mois, au niveau des journées, et on va pouvoir comparer et voir la courbe de la QS, et après on mixera les deux indicateurs qui nous permettront de voir, de comprendre si effectivement la QS est en chute libre parce qu'il y a une très grosse pointe d'appel, et est-ce que lorsque les flux sont nettement inférieurs, est-ce que toujours ma QS est en chute libre ou pas? Voilà, donc on analyse la QS, on analyse les flux entrants, on analyse le traitement, et ça nous permet, en croisant les indicateurs, d'avoir déjà une très très bonne image de ce qui se passe. Par exemple, là, on le voyait, on en discutait ensemble, pour ce client-là, il y avait un problème du samedi, je crois. Oui, le samedi, il y avait plein de soucis. Aujourd'hui, ça va, c'est réglé, mais il y avait plein de soucis. Et le samedi, par exemple, il y avait très très peu de flux d'appels, comparé au lundi. En revanche, ils avaient une QS qui tombait à 40%. Donc ça veut dire que leur solution, leur organisation
leur organisation ne leur permettait pas de capter ces appels. Alors, au niveau des volumes, si on est dans l'analyse macro, ça a un impact léger, on va dire. Maintenant, tout impact qui est de ce type-là influe sur la fidélisation et sur l'insatisfaction. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Donc, on a trouvé des solutions en termes de staffing et en termes de flux, autre flux ouvert, qui est un flux sur ticket de rappel, qui nous a permis de pouvoir traiter et répondre à ces appels-là. Alors ici, par exemple, là, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des appels perdus en HNO, en SVI, en file d'attente. Ce qu'il faut analyser, c'est où on perd, quand on perd ces appels dans les files d'attente. On a mis un process au point qui en a ouvert un autre flux, qui est les flux sortants sur ticket de rappel. Donc la personne, l'appelant, a un message comme quoi il peut laisser son numéro de téléphone, choisir son motif et être rappelé par le centre de contact. Et donc ça lui permet de ne pas attendre dans les boucles. Maintenant, nous, il faut qu'on sache quand on va mettre ce message. Est-ce qu'on le met à 1 minute? Est-ce qu'on le met à 2 minutes? Est-ce qu'on le met récurrent toutes les 2 minutes? Donc pour ça, on va analyser les raccrochés, donc les abandons dans les files d'attente. Et on va très précisément, là par exemple, on les a mis au bout de 35 secondes, il y a le message, et après ça revient tous les 40 secondes. Voilà. Il faut savoir aussi une chose, quand on fait ce genre de flux, c'est que ça doit être lié à un engagement. Ça veut dire que vous proposez de laisser le message, de créer un ticket de rappel pour que votre client soit rappelé. Mais derrière, il faut mettre un engagement. Il faut dire, vous serez rappelé sous 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais il faut un engagement, parce que sinon, vous ne baissez pas vos taux de réitération. La personne laisse son numéro et ça crée un ticket de rappel, mais s'il n'y a pas d'engagement, au bout d'1 quart d'heure, il va rappeler. Donc, tout ça, c'est lié. Il y a une méthodologie de mise en place de ces flux-là qui sont à respecter si on veut vraiment gagner et diminuer la file d'attente et le taux de réitération. Alors, ici, vous avez l'analyse des décrochés. Donc c'est pareil. Une fois qu'on a fait les flux qui arrivent dans le SVI, dans la file d'attente, qu'est-ce qui se passe au niveau des décrochés? Donc là, on a, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est le pourcentage de décrochés directs. Donc en gros, quelle est la disponibilité? Après ça, on va voir la disponibilité des agents, c'est lié. Hein. Donc, combien on passe par la file d'attente et combien on est un décroché direct. Donc là, c'est très marrant parce que, c'est très marrant. Là, on se rend compte que malgré malgré les appels perdus en file d'attente, on a quand même 44% de décrochés directs. Et là, donc ça c'est un peu incompréhensible. Je perds des appels, mais j'ai quand même plus de la moitié qui sont décrochés directs. Donc ça veut dire, mais ça c'est de la macro. Après ça, on descend et on regarde. Ça veut dire que en pic d'appel, c'est une catastrophe, mais que lorsque ma saison est l'été, printemps, et qu'on n'est pas sur des lundis, sur des mardis, eh bien ça veut dire que là, on a beaucoup plus de traitements et on décroche vraiment les appels en décroché direct. Donc il y a vraiment des focus qui sont à faire. Il faut vraiment analyser la saisonnalité, les flux, et puis voir si c'est structurel ou conjoncturel. Je me répète, mais c'est extrêmement important parce que les solutions ne sont pas les mêmes. Donc là, on analyse les décrochés. Alors dans les décrochés, il y a un KPI que tout le monde connaît, mais que moi, sur lequel j'insiste beaucoup. La QS est extrêmement important, mais le niveau de service est important aussi. Le niveau de service, ça fait partie de l'effort client. Hein. C'est le client a été qualifié et a choisi d'entrer dans telle campagne, donc sur tel motif, hein, la réclamation, l'assistance technique, l'assistance logistique, bref, il a fait son choix. Et là, c'est quel est le délai qu'il y a avant qu'il n'ait un décroché, donc avant que le traitement de l'appel ne commence. Donc ça, c'est extrêmement important, donc c'est analysé aussi, ça nous permet de dimensionner, de voir, c'est un complément d'information qui est important, et quand on le croise avec d'autres KPI, il est très très intéressant. Et ça fait partie de la norme. Hein. Si un jour vous voulez soit être normé, soit au contraire prendre les données de la norme pour travailler sur l'excellence opérationnelle, mais pas forcément arriver à l'obtention de cette norme, eh bien vous savez
que vous pouvez être capable de dire le delta qu'il y a entre votre service, notre niveau de service, et puis le niveau de service de la norme, qui est à 80%. Là, on voit qu'il y a un delta qui est important. Tu peux passer? Donc, ici, on a parlé du traitement des flux. Là, je vais m'arrêter là sur le traitement des flux et les analyses qui sont à faire en termes de statistiques. Maintenant, on va parler de ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisation? Et on va aller sur des KPI majeurs qui sont à mettre en face du traitement des flux, les flux et des traitements, qui sont tout ce qui est rattaché à la vie de l'agent, à son travail, à son occupation. Donc, on va déterminer quel est son taux d'occupation, quel est son taux de disponibilité, c'est-à-dire je suis en attente d'appel, son taux en production, où là, c'est je suis connecté, je ne suis pas en pause, je ne suis pas en retrait, et voici la part de mon temps qui est en production, et puis le taux d'indispo. Taux d'indisposition, je suis en retrait, je suis en pause. Là, par exemple, encore une fois, c'est très étonnant, parce qu'on se rend compte que le taux d'occupation, il est que de 17%. Donc, comme je disais tout à l'heure, 17%, ça veut dire que, en fait, la part du travail de l'agent, comme c'est un centre interne, ne représente que 20% de son temps de travail. Mais ce temps de travail-là est tellement important et tellement stratégique pour l'entreprise parce que c'est la clé d'entrée du business. Donc là, à partir de là, il faut vraiment voir ce qui se passe au niveau de l'occupation. Là, on se rend compte aussi que... voilà. Non, on va rester là. Là, on se rend compte aussi, par exemple là, le taux de disponibilité. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des appels qui n'étaient pas traités dans la solution. C'est pour ça que je disais en termes d'organisation, il y a ce que l'on a défini, puis il y a la réalité des choses. Quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez numéroter dans la solution ou numéroter directement sur votre téléphone. Et si c'est numéroté directement sur votre téléphone, la solution ne le sait pas. Donc on se rend compte qu'il y avait des appels qui étaient passés sur des mobiles, à partir directement du clavier téléphonique, et qui n'étaient pas pris en compte dans la solution. Donc on ne pouvait pas analyser réellement le taux d'occupation. Aujourd'hui on le peut parce que tout passe maintenant par la solution. Et en fait, ce n'est pas 17% de taux d'occupation qu'il y a, mais on est monté à 25%. Donc ça veut dire qu'on a une meilleure vision de réellement ce qui se passe dans ce centre d'activité. Alors, cet audit-là, encore une fois, je vous ai mis 10% de l'analyse et des slides qui sont liés à cet audit. En conclusion, il y a toujours une recommandation, parce que ce n'est pas le tout d'observer et de dire voilà, c'est comme ça, mais on va vous dire, nous, on vous conseille de faire ceci et de faire cela. Et les différents conseils qu'on vous donne, on les évalue. Donc, on les évalue avec deux choses. En abscisse, on a les gains, donc sur une échelle de 5. Plus c'est haut, plus on gagne, plus les bénéfices sont importants pour vous. Et puis, en ordonnée, on a la facilité de mise en place. Cette facilité de mise en place, elle est sur deux critères. Elle est, nous, au niveau de la solution, est-ce que changer la configuration pour répondre aux nouveaux traitements et ainsi de suite, c'est difficile, long, ou est-ce que c'est très facile, il faut juste appuyer sur un bouton. Donc, des fois, c'est facile, des fois, c'est très difficile. Mais ça tient aussi en compte là où vous en êtes. Est-ce que c'est facile pour vous de changer quelque chose dans votre organisation ou pas? Prenons un exemple. Regardez les appels perdus à Chéneau. Sur le diagramme, là, vous l'avez en position 3 au niveau du gain. Mais au niveau de la facilité, on l'a comme étant très difficile. Pour nous, ce n'est pas très difficile, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. En revanche, pour le client, il sort d'une négociation annuelle sur l'annualisation du temps de travail qui a été fait avec les syndicats et ainsi de suite. Donc les accords ont été trouvés. Il ne peut pas tout de suite retoucher à cette organisation-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en difficile. Donc là, vous avez ici la photographie des gains, des recommandations que l'on fait, des gains prioritaires à obtenir. À partir de là, il y a un plan opérationnel de progrès qui est déterminé, où on va phaser ces mises en place. On peut vous accompagner dans ces mises en place, parce qu'il y a des changements qui peuvent être importants, ou alors vous pouvez être complètement autonome sur ces mises en place, où on n'intervient que ponctuellement en termes de conseils. Voilà.
Oh, bien sûr. Alors, quelques pistes. Hein. Alors, on continue sur notre petite histoire. Là, Jean-Michel était parti sur le cas pratique, donc un vrai cas client avec des vraies optimisations qui ont été mises en place. Maintenant, on va repartir un peu dans notre histoire. Et justement, dans notre histoire, les conseillers, vous voyez, ils sont un peu plus contents parce que fini d'avoir les clients énervés après plus content parce que fini d'avoir les clients énervés après 5 minutes en attente musicale à écouter du Vivaldi. Et donc, s'ils peuvent mettre un petit ticket de rappel, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, Jean-Michel va nous parler en trois grandes parties, trois types en fait d'efficacité qu'on peut faire d'actions de productivité que tu vois de manière générale. Alors, je te laisse en parler si tu veux. Oui, bien sûr. L'annonce du temps, par exemple, hein, les pistes sont vraiment très simples en termes d'amélioration. Alors, c'est simple. En conception, c'est pas forcément simple en mise en place. Hein, ça, faut le savoir. Mais des pistes simples, hein, l'annonce du temps d'attente, au moins, ça permet au client de se positionner, surtout si vous mettez des tickets de rappel, j'attends ou j'attends pas. Voyez, mais au moins, je suis au courant. Et ça, attention, ça fait partie de la norme. Ça veut dire que, excusez-moi, voilà, ça fait partie de la norme NF 345, on se doit d'annoncer le temps d'attente. Après ça, il y a des messages de dissuasion en horaire ouvré, non ouvré, donc qui indiquent, écoutez, nous sommes fermés, mais vous pouvez nous contacter à telle heure, à telle heure. Ça paraît basique, mais il y a des centres qui n'en ont pas. Hein. Et on peut aussi lier ces tickets de rappel ou laisser un message ou une messagerie vocale en HMO pour que le client puisse laisser son contexte et être rappelé le lendemain ou l'après-midi. Les messages d'attente, ça c'est clair, qui peuvent aussi dire, vous pouvez aussi trouver vos solutions dans les fax sur SVI par exemple, ou consulter le site internet et passer sur des canaux plus froids qui vont désengorger la file d'attente. Et puis, il faut gérer aussi les messages d'attente non pertinents, hein, parce que des fois ça agace. Hein. Voilà, quelques paramétrages qui changent la vie de tout le monde. Donc, il y a aussi le côté réorganisation du centre de contact. On peut avoir une organisation plus réactive. On peut spécialiser des agents. Quand on analyse les motifs d'appel et quand on analyse tout le temps de traitement qu'il y a par rapport aux motifs d'appel, la complexité, les processus qui vont avec, peut-être qu'il est intéressant de mettre un niveau 2, par exemple. Un niveau 2 qui est accessible via un transfert de l'agent de niveau 1 vers le niveau 2 ou un niveau 2 de consultation. Ou aussi, dans les SVI, lorsque on fait ces choix, certains choix vont directement au niveau 2 parce que c'est un choix qui va demander du temps de traitement, une excellence de connaissance du sujet, de tous les sujets qui s'y rapportent. Et là, c'est vraiment un gain de productivité. Hein. Les bonnes pratiques. Donc, encore une fois, ce qui est très coûteux, c'est la réitération. Donc, rappeler, alors c'est très coûteux en termes d'image, en termes de ressenti client, et c'est très coûteux aussi pour le centre de contact en termes de ressources. Parce que là où vous pouviez traiter un appel en 4 minutes, eh bien, payer 4 minutes de mail, un chat, par exemple, si vous additionnez tout ça, alors que si vous aviez résolu dès le premier appel, 4 minutes le premier appel, 4 minutes le second, le traitement de mail, 1 minute, le chat, vous arrivez à 15-20 minutes pour résoudre une demande du client. Et on est 5 fois supérieur à si on avait fait tout le travail en termes d'optimisation pour vraiment chercher cette source code revolution. Voilà. Et puis il y a aussi en termes de qualité ce qu'il y a ce qui reste dans la tête du client. Attention au discours. Il y a une chose qui est très simple, c'est que le mot problème n'est jamais utilisé. Jamais. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Mais ça veut dire que c'est un mot qui est à bannir aussi au niveau de manager. On ne peut pas demander à un agent de ne pas utiliser un vocabulaire et d'utiliser d'autres vocables si les managers ne le font pas. Donc ça paraît aussi très bête, très simple, mais ça permet, dans la conduite d'entretien, de rassurer le client à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Je peux changer ?
Oui, alors bien sûr, dans notre petite histoire, hein, on dira toujours que il faut mettre en place donc ces préconisations. Il faut bien sûr surveiller qu'elles soient bien mises en application et que ce soit bien une bonne habitude qui reste, puisque souvent, on dit voilà, on va faire quelque chose, on le met en place et puis peu à peu le train-train quotidien arrive. Donc ça passe, comme tu disais, par de la formation, du management et de l'animation du centre d'appel. Et peut-être une petite vérification une fois que l'audit est mis en place, hein, Jean-Michel. Ah oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a un accompagnement, on propose un accompagnement justement pour mesurer la progression et voir si le plan phasé est opérationnel. Alors il y a d'autres choses qui sont importantes aussi, je vais essayer d'aller très rapidement dessus, c'est que comme on l'a dit, il y a des outils de pilotage qui sont importants. Il y a le pilotage temps réel, le suivi d'activité, avoir une vue comme on a sur notre solution par exemple, où vous pouvez voir à la fois la vue agent en termes de traitement, les canaux qui sont utilisés, et puis les KPI majeurs qui vous permettent de piloter et qui vont permettre d'agir sur la production et d'agir sur le centre de contact afin de mieux traiter les flux qui arrivent. Donc ça, c'est une vue de la supervision qui permet de comprendre ce qui se passe à l'instant T. Donc tout ça, ça va faire évoluer l'outil, le self-care, la personnalisation, ça c'est très important. Il y a toujours un client, quand vous avez une montée de fiche et quand vous êtes capable de dire bonjour monsieur Durand, ou vous êtes bien monsieur Durand, oui, et je vois tout votre suivi, j'ai toutes ces informations, la qualité de l'accueil est sans comparaison avec bonjour, que puis-je pour vous, que pouvons-nous faire pour vous, sans personnalisation, ça c'est clair. Et puis, améliorer la productivité des agents. Améliorer la productivité des agents, ça passe par une base de connaissances internes qui vont permettre de raccourcir les temps de recherche d'informations. Mais il faut toujours bien considérer que la productivité est une chose importante, mais qu'elle ne doit jamais entamer la qualité. Jamais. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit commentaire dans le chat qui disait oui, la mise en place de KPI, oui, tout à fait. On en parlera même un petit peu plus tard. Mais c'est également définir des standards. On en parlera juste après. Tu nous as mis des petits exemples de capture écran, des standards, par exemple, d'email, de réponse type. Alors je te laisse peut-être parler du centre de contact, là déjà, avec un petit canal. Oui, là, par exemple, c'est un complément. Là, c'est au niveau agent. Je parlais tout à l'heure de la montée de fiches avec les informations qu'il peut y avoir. Là, on a une vue, par exemple, on a une timeline multicanal qui nous permet de savoir, pour Monsieur Durand, toutes les interactions qui ont été faites depuis l'existence de Monsieur Durand en termes de client. Voilà, donc ça, c'est une vue qui est intéressante parce qu'il suffit de cliquer sur l'interaction pour qu'elle s'ouvre et avoir son contenu qui nous permet d'avoir précisément le pourquoi il a appelé et quelle solution on a apporté. Alors, appeler, bien entendu, mais ça peut être multicanal, Jean-Michel, ça peut être très bien aussi de l'email, etc. C'est pourquoi il nous a joints. Donc, alors ça, c'est une chose importante dans l'email parce que jusqu'à il y a quelques temps, on avait des choses importantes comme les SLA, qui sont les délais de réponse, l'engagement de réponse par un traitement d'email. Et on pouvait sélectionner, trier en fonction d'où on était dans le SLA et des clients prioritaires et des contenus prioritaires. Là, on a aussi une possibilité de sélectionner au travers de la sémantique, c'est-à-dire que tous les mails sont analysés et vous avez trois petits bonhommes, un bonhomme qui est satisfait, un bonhomme qui est neutre et un bonhomme qui n'est pas content. Donc, en fonction du contenu écrit du mail, l'analyse sémantique est capable de vous donner une opinion, un ressenti et de vous dire, attention, ce mail-là, il y a peut-être une priorité à le traiter. Après ça, c'est une question d'organisation, qu'est-ce qu'on détermine comme priorité, mais au moins, on a cette capacité à identifier ça via la sémantique. Et c'est un plus important. Oui, et comme le disait Thomas, la mise en place de KPI, c'est ce qu'on voit en fait dans la capture là ici avec les niveaux de service. Voilà. Donc ça permet justement de savoir est-ce qu'on est dans les timings ou pas pour la réponse aux demandes. Voilà, puis il y a de nombreux KPI, il ne faut pas se tromper. Dans les tableaux de bord, il ne faut pas se tromper, il faut prendre vraiment les KPI qui nous servent à bien diriger. Là, par exemple, là, c'est encore une solution. On voit à gauche ce que voit l'agent dans la rédaction du mail, la personnalisation qui peut être automatique via une liaison avec
avec la base de données. Et puis à droite, vous avez l'aperçu du mail, où là, on a vraiment un mail qui est avec une présentation qui est léchée et qui permet de renforcer l'image de votre entreprise. Mais ça La communication est importante. On est quasiment à la fin, il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter les questions-réponses parce qu'on a le deuxième web séminaire qui va s'enchaîner. Posez vos questions via le chat et Jean-Michel et moi-même se ferons un plaisir de vous répondre. Et ou alors on se retrouve dans le web séminaire d'après. Donc on se donne 5 minutes pour finir ce web sem. Donc on reprend notre petite histoire. Donc notre responsable de l'expérience client qui tout simplement a mis ses premières actions en place. Et donc tout simplement il va être très fier et c'est important pour lui d'aller afficher dans la cafette, afficher dans les endroits de passage les résultats, les actions qui ont été faites, des emails dédiés, des informations de l'ordre des codures, etc., etc. Et bien entendu, ça c'est la communication un petit peu corporate, mais ce qui est important, c'est de communiquer auprès des opérationnels. Utiliser la fameuse carotte et le bâton, hein, valoriser les bonnes pratiques. D'ailleurs, c'est beaucoup plus positif de valoriser les bonnes pratiques que d'aller taper sur les doigts des gens. Donc, valoriser vraiment les attitudes positives, comprendre, par exemple, éduquer aux collaborateurs qu'il faut comprendre l'intérêt et le sens d'une procédure plutôt que l'appliquer à la lettre, avoir plus d'autonomie, faire appel aux bonnes idées et bien sûr impliquer les collaborateurs. Et ça, d'ailleurs, on le verra dans les 2 prochains épisodes de manière beaucoup plus détaillée. Donc voilà, on est à 5 minutes de la fin. Donc en fait, je vois une remarque de Delphine. À l'ère du digital, comment communiquer votre document par mail? Il est vraiment très intéressant. Tout simplement, on vous enverra la version PowerPoint du document. Vous aurez le replay vidéo et les slides. Donc la fin de l'épisode 1, donc avec Jean-Michel et moi-même, les aventuriers de l'expérience client. Donc on vous propose un plan d'action qui est vraiment très simple. Un plan d'action qui se déroule en fait en 3 phases. D'abord cette semaine. Ce que l'on vous invite à faire, c'est de lancer une enquête et des entretiens pour faire une photo de l'expérience client dans votre organisation. C'est-à-dire que vous allez aller lancer une enquête, comment ça se passe sur nos produits ou services, etc. avec les clients et également aller voir les personnes du service client et s'ils sont nombreux, pourquoi pas une enquête par email. Ensuite, organiser un atelier avec les collaborateurs du service client pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Il faut vraiment les entraîner dans la dynamique. Il ne faut pas pousser, dire que c'est la direction qui fait ça, vous agissez. Il faut qu'ils soient moteurs. Ensuite, sélectionner grâce à ces données-là un quick win et une action qui va donner du sens en fait sur un plus long terme via cette fameuse méthode ICE qui permet de déterminer les priorités. Et d'ici 1 mois, faites un audit de votre centre de contact. Jean-Michel est spécialisé là-dedans. Si vous le souhaitez, on est vraiment à votre disposition. Avec des pistes d'amélioration à la fois logicielles, solution de centre de contact, ticket de rappel, ouverture de nouveaux canaux, chat, chatbot, etc. Mais également organisationnel au niveau de l'entreprise et du centre de contact. Et encore une fois, communiquer de manière très importante sur les résultats qui ont été faits. Et d'ici 3 mois, moderniser le centre de contact, comme disait Jean-Michel, le centre de contact de 1980 avec le clavier qui tournait et le centre de contact de 2018 qui gère en omnicanal l'ensemble de la relation client, ça n'a rien à voir et donc il faut vraiment se poser des questions. Si vous avez une solution qui date depuis 2-3 ans, il faut véritablement d'urgence voir ce qui se fait de nouveau, à la fois au niveau de l'automatisation et par exemple de l'analyse sémantique. Alors Thomas, le Minitel, Jean-Michel a dû connaître, mais nous on connaissait pas trop. Donc on va bientôt enchaîner sur le deuxième web séminaire. Donc connectez-vous via la deuxième plateforme. On termine juste ici. Donc conclusion du premier épisode. Important de répondre aux attentes fondamentales, communiquer sur les premières actions. Et voilà, donc notre héros se dit, voilà qu'on a répondu aux attentes minimales de la pyramide qu'on a vue tout à l'heure, on va essayer de ne plus laisser partir un client sans rien faire. Et là, en fait, ça sera l'objet de deuxième web séminaire. En attendant, si vous souhaitez en fait découvrir comment améliorer et optimiser votre centre de contact, donc vous pouvez envoyer un email directement à Jean-Michel Jacquelin, jm.jacquelin@eloquent.com ou moi-même, frédéric.canevet@eloquent.com. Et vous pouvez également télécharger la fiche produit de l'audit de Jean-Michel avec les 4 points. Vous allez sur bit.ly/audit centre de contact tout en minuscule. Alors bien entendu, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer une question directement et on y répondra avec grand plaisir. Voilà,
Donc, les questions-réponses, on les fera plutôt dans le deuxième épisode. Donc, je vous propose, il est 10h59, de continuer avec ma collègue Aurélie qui arrive tout de suite. Et donc, je vous invite à quitter sa première session et on se retrouve dans la deuxième session. Allez, à tout de suite et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.